Merci de rester en notre compagnie sur Dynamique Radio et c'est l'heure de recevoir enfin notre invité de la soirée pour finir le week-end en beauté et surtout en humour. Il a lu presque tous les livres sur la religion. Il sait manier l'humour noir avec une dextérité rare et il peut choquer autant qu'il inspire l'admiration. Dextérité, je pensais pas que tu connaissais le mot. Eh ben ça commence bien. Ce soir c'est le Point Time avec Jérémy Ferrari. On les a trouvés, on a adoré, on fait partager, c'est l'Open Time. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Comment vas-tu? Vous entendez cette belle voix suave et sexy, un petit peu éraillée c'est que vrai je vous offre ce soir. Une petite crève peut-être. Une petite grippe et puis un petit peu de trop de tournée, et du coup un petit peu la voix cassée, mais quand même là ce soir. Bah oui, merci beaucoup d'être venu. C'est super alors gentil. c'est vrai cette légende sur ton site que t'as annulé des dates à cause de la grippe. Au début j'ai cru que c'était une blague moi. Ouais, parce qu'on fait souvent des blagues comme ça aux gens. Ah, tiens, on annule des dates, les gens sont morts de rire, et puis en fait on les fait quand même. C'est la première fois que je vois ça, je trouve ça assez excellent, ouais. Non, c'est pas la première fois que tu fais ça. Non, il y a plein de gens qui annulent les dates par problème de santé. Non, effectivement, je suis descendu dans le sud voir ma maman pour lui dire un petit peu bonjour et puis j'ai attrapé la grippe et j'avais des dates normalement dans le sud-est que j'ai dû malheureusement donc effectivement annuler. C'est la première fois de ma vie que j'ai annulé les dates. Et là, j'étais vraiment cloué dans un lit. Et j'étais vraiment incapable de me lever. Donc tu te remets tout doucement, mais c'est très bien. Tout doucement, mais du coup, tu vois, j'ai un petit peu encore la voix un petit peu fragile. C'est sexy, c'est très bien, ça nous convient, on aime bien nous. Alors justement, Alléluia Bordel, c'est le spectacle que tu joues partout en France, qui cartonne. En Belgique, en Suisse aussi. En Belgique et en Suisse, s'ils nous écoutent d'ailleurs, on les embrasse. On remercie les Belges et les Suisses qui ne nous écoutent pas. Mais qui t'aiment bien d'ailleurs, ça c'est le petit clin d'œil quand tu fais des choses caritatives chez eux. Oui, non, mais les Belges et les Suisses, mais tu sais que j'ai même je vends même plus de places, je vends plus rapidement des places en Belgique et en Suisse, parfois même qu'en France. Hein. Il y a certains théâtres de très grands théâtres que je remplis plus vite en Suisse et en Belgique, même parfois qu'en France, hein, vraiment. Ouais, c'est un bon public là-bas. Un bon public, ouais. Très très bon public. Les Suisses sont un peu plus calmes. Non, c'est vrai, non, mais je déconne pas, c'est pas une légende. Hein, c'est les Suisses par exemple en salle vont beaucoup rire, vont être très très là, mais par contre vont être un petit peu moins expressifs au niveau des applaudissements de fin, tout ça. Tu vois, tu sens. Et alors il y a un truc qui est très drôle avec les Suisses, et pourtant. Mon record de nombre de places vendues en un minimum de temps, c'est en Suisse. Hein. C'est que j'ai fait un théâtre de 700 places en Suisse. J'ai fait le théâtre du Léman un peu plus tard, mais le premier théâtre que j'ai fait, c'est un 700 places. On a vendu 700 places en une semaine en Suisse. C'est énorme. Wow. C'est mon plus gros record. Jérémy. C'est un beau record. Et c'était quand même en Suisse. Mais c'est vrai que tu vois, les Suisses, ils vont beaucoup se marrer, ils vont beaucoup rire, etc. Mais par exemple, sur les applaudissements de fin, tu vois, c'est pas là. C'est parce que tu rallumes la salle, ils se regardent un petit peu en trop, ils vont être moins expressifs. À Paris aussi, peut-être un peu plus réservé. À Paris, en fait, ça fait un peu comme le public parisien. C'est des gens qui ont de l'argent. Paris, c'est toujours un peu l'épreuve, tu vois. Si ça marche à Paris, logiquement, ça marche bien partout. C'est vrai qu'ils sont un petit peu plus durs, les Parisiens. Bon, on les embrasse aussi quand même, mais bon. Alors justement, Alléluia Bordel, humour assez noir sur la religion. Tout à fait. Alors pourquoi ce thème, c'est un truc qui te tracasse, la religion? Pourquoi t'as choisi ça? Non, ça me tracasse pas. Non, j'ai choisi ce thème pour plein de raisons différentes. Déjà de une parce que je suis baptisé. Pas du tout. Mais t'es baptisé? Non, je suis pas baptisé. Non, j'ai choisi ce thème pour plein de raisons différentes. Déjà parce que on n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait pas faire un spectacle sur la religion, ça c'était la première raison. Ouais. Et puis aussi parce que tu sais, je suis pas allé beaucoup à l'école. Et alors quand je commence à faire ma culture générale, très naïvement, je vais dans des bouquins au départ de philosophie, de sciences, de maths, d'histoire, etc. Et quand j'ai attaqué la philosophie, comme j'ai pas de règles et pas de guide, etc., je me dis je vais commencer par le début. Et alors je commence par Socrate, Platon, Aristote, et puis je me rends compte en lisant Socrate, Platon, Aristote, d'ailleurs pas tous ils ont pas tous écrit, en tout cas en lisant notamment Platon, je m'aperçois finalement qu'il fait beaucoup référence à la Bible. Et là je me dis en fait finalement peut-être que la première chose à faire quand on n'a pas de culture et qu'on veut se faire sa propre culture, c'est commencer par la Bible. Je commence à lire la Bible et là je m'aperçois que quand on a les couilles écrasées, on peut pas aller à l'église, que Noé la première chose qu'il a fait c'est remercier Dieu d'avoir sauvé les animaux en les sacrifiant, etc. Et là, je commence à me dire, il y a un vrai spectacle à faire. Mais au départ, c'est vraiment pour ma culture et pour mon expérience personnelle. Donc le nouveau pape, ça va t'inspirer quelque chose alors, j'imagine? Non, je sais pas si ça m'inspire pas quelque chose. Tu vois, ce nouveau pape, il est un petit peu énervant parce qu'il est assez pour les pauvres. Non, mais je et les pauvres, ça m'énerve. Bon, non, c'est pas ça. C'est que si c'est un vrai bon pape, j'aurais pas grand chose à dire sur lui, et tant mieux. Mais si c'est un vrai bon pape, j'aurais pas grand chose à dire pour lui. Là, apparemment, il est pour les pauvres. Alors ils vont peut-être arrêter de dégager les SDF devant les églises parce que tu sais que quand même la première chose que fait un prêtre en arrivant le dimanche matin, c'est dégager les SDF devant son église. Pourquoi de devant? Déjà parce qu'il leur
Il faut quand même savoir qu'un SDF peut mourir devant une église parce que on lui ouvre pas la porte. Hein. De toute façon, c'est la maison de Dieu, c'est certainement pas la maison des SDF. Tu peux arriver, il fait moins 14 dehors, on t'ouvrira pas la porte. Si t'es sur les marches d'une église, on t'ouvrira pas la porte. Et le dimanche matin, ce que font tous les prêtres en arrivant, c'est dégager les SDF de devant leur marche. Nettoyage. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'un prêtre, ou un SDF du moins qui fait la manche devant l'église, ce que va donner le mec qui rentre à l'église pour aller à la messe, qui va donner au SDF, c'est ce qu'il donnera pas à la messe. Exactement, Donc ce que tu vois le matin en arrivant, et ça je défie n'importe qui d'aller dans son village, qui a un petit peu des SDF dans une église, tu verras que le dimanche matin avant la messe, ce que fait le prêtre, c'est dégager les SDF de devant l'église parce qu'il leur fait concurrence. Parce que les premiers concurrents de l'église, c'est les SDF, alors que l'église est quand même le premier propriétaire en France. Il faut savoir que le plus grand, l'entité qui possède le plus d'appartements en France, ça reste l'église. Mais c'est quand même eux qui dégagent les SDF de devant les églises. Donc j'espère que ce nouveau pape va faire en sorte, puisqu'apparemment il lutte contre la pauvreté, de commencer par le démarrage et de commencer par le commencement et d'arrêter de dégager les SDF en face de leurs églises. Bon bah ça c'est dit, c'était le coup de gueule. François Ier, si tu nous écoutes. Attention, une grosse mission t'attend. Et alors justement, est-ce que t'as des... Bon, ça j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui l'a déjà demandé, mais est-ce que t'as eu des gros soucis suite à ton type d'humour qui cela dit, et justement c'est bien parce qu'au moins toi, tu te permets une liberté d'expression et de rire de tout en fait, sans vraiment de culpabilité on va dire. Mais est-ce que ça t'a posé des problèmes et des mauvais retours dans je sais pas, la suite de tes oui, évidemment. À partir du moment, de toute façon, on parle de religion, mais même avant, je veux dire, quand on parle de handicap, de racisme, d'homophobie, de misogynie, parce que ça aussi, de sida, quelque chose que vous devez bien connaître vu comment vous êtes habillés. Tout à fait. Tout à fait. Quand on parle de choses un petit peu compliquées, forcément. Et je parle pas de l'ingé son qui, à mon avis... Je prends mon cachet et je te reprends. Je parle pas de l'ingé son qui, à mon avis, a vu pas mal de ses copains partir il y a 20 ans. Frédéric est tout rouge, le pauvre. Mais t'as pas la parole, c'est con. Il est rouge, mais il est vivant. Donc, on partage si tu veux, si c'est que ça, on peut te faire plaisir. Maintenant, tu peux être séropo 30 ans. Hein tu peux être séropo pendant 30 ans maintenant. Ouais, il y a quelques années. On vous embrasse. Avec un préservatif, on vous embrasse, bien sûr. Donc, du coup, est-ce que t'as eu besoin d'utiliser, je sais pas moi, t'es bon dans le judo, je crois. Est-ce que t'as déjà dû te fighter avec quelqu'un à la sortie? Non, c'est arrivé que j'ai des petits problèmes à la sortie du théâtre. C'est arrivé que j'ai quelques menaces, quelques trucs, mais ça reste très minime par rapport à tous les propos que j'ai pu tenir et par rapport à la violence des propos que j'ai pu tenir et surtout par rapport au nombre de spectateurs qu'il y a pu avoir. Avec ce spectacle, il y a quand même eu 150 000 spectateurs. J'ai appris ça aujourd'hui, tu vois. Bravo. Ma prod m'a envoyé un mail aujourd'hui pour me dire on a eu 150 000 spectateurs sur ce spectacle. Je trouve que c'est très minime par rapport au nombre de gens qui ont entendu mes propos à la télévision. Chez Ruquier, c'est entre 2 millions et 4 millions de téléspectateurs. Au spectacle, c'est 150 000. Je trouve que j'ai eu 2-3 petits problèmes. Ça prouve quand même que vu le peu de problèmes que j'ai pu avoir, ça prouve quand même que la France va mieux. Ouais. En fait, je trouve que vu le nombre de gens que j'ai en salle actuellement en spectacle et vu le peu de problèmes que j'ai, ça prouve quand même qu'il y a une espèce de révolution. Je pense que je suis un des représentants du changement. Non mais vous savez, les jeunes maintenant, les jeunes maintenant, la nouvelle génération, elle en peut plus en fait de ce principe de noir, d'homo, de trucs. Tout ça n'existe pas dans la tête des jeunes. C'est pour moi là on est en train de combattre le dernier soubresaut d'un truc qui est en train de mourir. C'est pour ça que je suis le digne représentant, je pense, de cette nouvelle génération et que ça fonctionne. C'est parce que vraiment on en a ras le bol. Et je pense que c'est vraiment pour ça que je peux arriver et dire dans un plateau alors les bougnous là machin, parce que je pense que ça choque plus personne. Oui. Je pense que ça choque encore les vieux réactionnaires et les connards, les cons et les vieux, mais je pense que cette nouvelle génération des 15-35 ans, je pense plus vert d'esprit. Évidemment, et je pense que quand j'arrive en plateau télé et que je dis là, tout le monde dit oh là c'est incroyable, Jérémy Ferrari s'impose comme un nouvel humoriste qui peut tout dire apparemment à la télévision et à la radio, mais je pense que je peux tout dire parce que tout simplement parce que ça choque plus personne et parce que je pense qu'il fallait un humoriste qui arrive. T'as juste osé y aller. Non mais je pense qu'il fallait finir de balayer. Ouais. Tu vois, et je pense que je suis un de ces humoristes qui finissent de balayer. Et ça fait du bien. Non mais c'est clair parce que c'est vrai que voilà, au moins on peut aborder un peu tous les sujets et puis au final c'est quand même assez cool, c'est quand on voit par exemple sur le handicap que t'as du monde qui participe avec toi, des handicapés aussi. Mais ça par exemple on l'avait jamais fait. C'est énorme. Il n'y a jamais eu d'humoriste. Tu sais, des fois on me dit oui Jérémy Ferrari, vous savez, il y a 30 ans on pouvait rire de beaucoup de choses, maintenant à l'heure actuelle beaucoup plus compliqué.
mais qu'est-ce que vous racontez? Il y avait cette histoire avec Elie Semoun, ça avait été un grand débat Non, plateau télé. Mais parce que c'est une blague. Et au final, il était d'accord avec toi à la fin. Non, mais Elie Semoun est toujours d'accord avec la dernière personne qui a parlé. On n'est pas d'accord avec moi. Elie Semoun, si tu nous écoutes, parce que c'est la vérité. On t'embrasse. Mais non, mais parce que Elie Semoun commence en disant, Elie Semoun finit par être d'accord avec moi parce qu'il veut pas de polémique. Ouais. Il commence en disant, oui, tu sais, Jérémy Ferrari, toi, je pense que parce qu'il dit oui, il fait partie des gens qui pensent qu'il y a 30 ans, on pouvait dire beaucoup de choses et que maintenant, on peut plus dire les choses. Il y a eu une période un peu comme ça, c'est vrai. Mais non, je crois pas, vraiment, moi je crois pas. Parce qu'il y avait pas les gens. Non, mais moi je continue de dire que c'est pas vrai. Moi je continue. Mais attends, j'ai rien contre lui. Semoun, il est très sympathique, il a beaucoup de talent, tout va bien. Mais il fait partie des gens qui disent, il y a 30 ans, on pouvait dire des choses qu'on peut pas dire maintenant. Moi j'interviens, je dis, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que je suis le représentant de l'inverse. C'est pas vrai. Et quand je dis à Elie Semoun de manière totalement sympathique, je dis c'est pas vrai, puisque moi je l'ai fait devant 2 millions de téléspectateurs en quotidienne et 4 millions en prime. Et lui il me dit, oui mais tu sais, on n'a pas la même notoriété et des gens comme toi qui sont moins connus, ça suscite moins la polémique. Je lui rappelle quand même que je joue devant mes sketchs à France 2 à 18h devant 2 millions de personnes et le prime que j'ai pu faire, j'en ai fait quand même 5 des primes en direct, dont un où je défendais Hitler en jouant l'avocat de John Galliano, c'est devant 4 millions de téléspectateurs. Donc quand il me dit t'es pas assez connu pour sacrer polémique, je lui dis gentiment, non, c'est pas vrai. Je suis peut-être pas assez connu, c'est vrai que je ne suis pas Elie Semoun. Mais ça passe quand même devant plein de gens. Je ne suis pas Elie Semoun et je ne remets pas en cause sa notoriété, sa force et sa puissance, tout ce qu'il veut. Mais je dis simplement, quand je fais un sketch où je défends Hitler devant 4 millions de téléspectateurs, ça suffit pour créer polémique. Et donc je n'ai rien contre lui encore une fois et pour moi il fait pas même partie des gens que j'ai aimé, qui m'a donné envie de faire ce métier. Mais c'est vrai quand il est en face de moi et qu'il me dit t'as pas la notoriété suffisante pour créer polémique, oui, ça me fait quand même un petit peu rigoler. C'est vrai. Bon, j'avoue que je suis assez d'accord sur ce point de vue. Alors justement, tu parlais de Ruquier, il t'a vachement aidé. Je pense que il m'a beaucoup aidé. Ouais. Ça t'a propulsé quand même. T'as dit quoi? Pas plus qu'aidé. Disons qu'il a suivi le côté humour noir qui était pas forcément, je pense, quelque chose d'évident à vendre quand t'étais tout seul. Voilà, tes débuts, ça n'a pas été très très facile au démarrage. Non, ça a été très dur. Je fais partie des humoristes qui ont eu beaucoup de mal parce que en fait, il faut quand même se rendre compte de la réalité des choses. Un humoriste, à l'heure actuelle, il peut être connu et pas gagner sa vie, et ne pas être connu et gagner sa vie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, si vous êtes dans le réseau des cafés-théâtres et des festivals d'humour, vous pouvez très bien gagner 2-3 000 euros par mois, ou 1 500, ou je sais pas, des salaires totalement honorables, en allant tout simplement faire des cafés-théâtres, des festivals, etc., etc. Mais pour ça, il faut rentrer dans le cercle des cafés-théâtres. Mmh. Pour entrer dans le cercle des cafés-théâtres, il faut être accepté dans les festivals, il faut être accepté aux auditions. J'ai pas eu la chance, moi, d'être accepté dans ces auditions. Donc, ne faisant pas partie de ces auditions, je ne suis pas rentré dans le circuit, si tu veux, des humoristes pas connus qui, quand même, vont faire des salles en province. Et tu penses qu'il y avait quoi qui coinçait, en fait? Parce que je fais de l'humour noir. Donc, à un moment donné, moi, je suis allé dans des festivals d'humour, j'en ai quand même fait quelques-uns. Je me rappelle d'un où je suis allé, où il y avait, comment il s'appelle, le mec de... Francis Perrin, ça existe, hein? Ouais, Francis Perrin, le grand gars qui est très sympa, qui parle toujours de politique et tout. Ouais. Et c'est ce gars qui a gagné dans une mairie où j'avais joué et où il avait sur son t-shirt, c'est marqué votez Perrin, et dans son dos, si vous votez pas Perrin, vous ferez fouetter les fesses, un truc comme ça. Enfin, peu importe, on s'en fiche. Lui, par exemple, lui a gagné le festival ce jour-là. Moi, avant son sketch, je fais un sketch sur le racisme. Et à la fin du spectacle, donc on remet le prix à Francis qui l'a mérité, hein, attention. Et après on vient me voir moi et on me dit c'était très bien, hein, cette espèce de petit colloque philosophique sur le racisme. C'est-à-dire que tout le monde a cru que je faisais une espèce de d'essai philosophique sur le racisme, et absolument pas que je faisais un sketch. Donc je crois qu'à un moment donné, on est quand même parti de très loin en ce qui concerne l'humour noir. Comment il t'a rencontré, Ruquier? Il t'a repéré sur scène? Non, en fait j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de journalistes au départ avec moi. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'avoir des gens comme des gens du Figaro, des gens de Télé 7 jours, comme Marion Comcave, des gens comme... Enfin, j'ai eu des gens autour de moi qui sont venus voir le spectacle et qui ont dit beaucoup de gentillesse sur moi, et à un moment donné j'ai dit je vais arrêter le métier. Et j'ai appelé les 3-4 journalistes comme Bernard Moncel par exemple, qui est un journaliste, un vieux de la vieille, tu vois, qui a fait partie de beaucoup de journaux différents, et qui maintenant je crois travailler à France Dimanche, je sais plus, bon, on s'en fiche. Et des gens comme ça, et alors je les ai appelés, je leur ai dit bon voilà, je vais arrêter le métier parce que vraiment j'en peux plus, je vous remercie de m'avoir aidé. Pourtant t'étais jeune, t'étais quand même, t'es toujours jeune d'ailleurs. Ça veut rien dire, tu sais, jeune c'est vraiment
c'est vraiment dans la tête. C'est-à-dire que, et là je fais pas un cliché, mais à un moment donné, moi je suis arrivé à Paris à 17 ans. Moi j'étais adulte à 15, j'ai convaincu mes parents que je l'étais. J'ai mis 2 ans à les convaincre, à 16 ans et demi ils m'ont laissé partir. Tu dois être À ravi 16 ans, maintenant. maintenant ils sont contents. Ils sont ravis. Mais quand j'avais 17 ans, moi je vivais déjà tout seul, je payais mon loyer, je travaillais, etc. Pourtant j'en ai 29, tu vois, non 28 pardon, je vais avoir 28 ans dans un mois. 6 avril. Le 6 avril dans un mois, donc même pas dans un mois. La meuf qui est au taquet. Donc si tu veux, moi j'ai pratiquement 11 ans de vie seul à payer mon loyer, à arpenter les cafés-théâtres, etc., etc. Il n'y a pas beaucoup de gens de 40 ans qui ont autant de galères et d'expérience que moi. Oui, du Donc, coup, un ras-le-bol qui peut arriver oui, aussi. je suis très jeune, mais ça n'a rien à voir. Le ras-le-bol et la fatigue, elle vient pas à un âge précis. Ouais. Elle vient à ce que tu as vécu. Et moi, là j'ai 28 ans, ça s'entend à ma voix, j'ai déjà pas mal vécu. Non, mais oui, c'est vrai. Après, je peux comprendre effectivement quand ça veut pas démarrer. Heureusement qu'il y avait Ruquier, en tout cas en l'occurrence, et tous ces journalistes qui ont cru en toi. C'est quoi ton pire ou ton meilleur souvenir chez Ruquier, justement, passage télé? Mon pire ou meilleur ou les deux? Les deux, ce que tu as envie de nous balancer. Non, l'un qui était très compliqué, c'est quand Laurent a cru, parce qu'on se connaissait pas bien. Laurent m'a engagé à la radio et on se connaissait très peu parce que Laurent est très très pudique et s'est fait un avis sur moi au tout départ quand on s'est connus. Avis que je comprends parce que je suis pas très facile à cerner quand on vient de me découvrir. Laurent a cru que j'étais un gars qui avait vachement confiance en lui, qui était un peu manipulateur, etc. Et je me rappelle d'une émission que là je raconte rien d'exceptionnel, hein. C'est une émission qui a eu lieu où à un moment donné il a dit, de toute façon Ferrari, t'as la grosse tête, tu t'es emballé grâce au succès de cette émission, etc. Et où il a été très dur avec moi. Et en plus je venais de commencer à la radio avec lui. Et quand il y a eu ce moment-là, je me suis dit tout s'écroule parce qu'il va me virer de son émission de radio, il va me virer de son émission de télé. Et il s'était trompé, vraiment. Et au final, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Il s'était trompé. Laurent, ce que n'a pas compris Laurent, est-ce que je pense qu'il a compris maintenant et j'espère qu'il gardera en tête, c'est que je suis un soldat assez fidèle. Je suis un soldat compliqué parce que turbulent, mais je suis un soldat fidèle. C'est-à-dire que je vais avoir très vite envie d'aller voir ailleurs, de bouger, de travailler dans d'autres trucs, etc., etc. Mais par contre, je n'oublie jamais les gens qui ont été là pour moi, et surtout, Laurent a été le premier qui m'a donné cette notoriété. Laurent vraiment a changé ma vie, et je serai toujours là pour lui. C'est-à-dire que ce que Laurent ne sait pas, c'est que il peut m'appeler maintenant comme dans 10 ans, je viendrai. Ouais, la reconnaissance, c'est bien, il en faut dans ce milieu, tout le monde n'en a pas forcément, et voilà. C'est important. Et je pense que Laurent a souffert parfois de gens qui l'ont un peu oublié, snobé, et comme il m'a dit une fois, il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait de l'humour noir qui m'ont un peu dégagé. Et je crois qu'il a eu une mauvaise expérience, mais je ne ferai pas partie de ces mauvaises expériences. On va se faire une petite pause musicale, si tu veux, histoire de te laisser siroter un peu de chier, champagne. Qu'est-ce qu'on va s'écouter? Je sais pas, Kesha, Dai Young. Et on se retrouve juste après avec Jérémy Ferrari, toujours pour nous balancer quelques petites choses sur son spectacle et ses projets à venir. On a trouvé des petites choses au niveau série. Tu nous en diras plus tout à l'heure. On va voir si c'est vrai ou pas. On reste ensemble sur Dynamique Radio. J'espère que vous passez un bon week-end.